Terroir, écologie, gourmandise et bonnes adresses. Bienvenue dans l'épicerie fine. Aujourd'hui, escapade en Sologne, terroir de forêt et de châteaux. Et on se retrouve ensuite pour cuisiner. Cette semaine, nous partons en Sologne, où nous retrouverons Bernard Gaucher au milieu de ses châtaigniers centenaires pour sa production de miel. Nous nous arrêterons ensuite chez Michel Gendrier, vigneron en biodynamie. Dans Histoire 2, c'est celle de la Marée des Bois qui nous sera contée. Puis Alexandre Roubalet nous emmènera sur les traces d'espèces rares. On poursuivra avec notre guide hédoniste avant de laisser Guy Martin nous préparer un pigeon rôti petit pois à la française et jus au Porto. Et on démarre tout de suite avec Itinéraire paysan. Malgré son faible relief, la Sologne revêt de multiples visages. Si les massifs forestiers ont fait la réputation de cette région, d'autres activités agricoles font également vivre ce terroir. C'est en Sologne viticole que Michel Gendrier mène son domaine avec passion, tandis que les paysages sauvages et préservés de la Grande Sologne, à proximité d'Ivois-le-Marron, permettent à Bernard Gaucher d'élever ses abeilles. C'est en Amazonie que Bernard découvre l'apiculture, avant de revenir s'installer ici en tant que professionnel il y a maintenant 30 ans. Au fil des saisons, il suit le travail de ses protégés et vient aujourd'hui contrôler la production du miel de châtaignier. Ah, rien qu'au bruit, ça c'est une hausse qui est bien remplie parce que le son est plutôt sourd. Donc ça veut dire que c'est normalement bien rempli de miel. Voilà. Ça c'est bien. Ouais. Alors là on voit bien par exemple, là ils ont commencé à mettre un opercule, donc un bouchon de cire. Voilà, donc là le miel qui est dessous, il est au bon taux d'humidité. Mais on voit bien que tous les autres alvéoles ne sont pas operculés et donc il faut attendre qu'il y ait au moins les 3/4 du cadre qui lui soit operculé. Voilà, on va vérifier. Voilà, on voit que le miel est encore très liquide. Miel de châtaignier qui est un petit peu foncé, qui a beaucoup de goût. Bon, ça, les abeilles vont le reprendre et vont refaire les alvéoles. C'est tellement extraordinaire, ces petites bestioles, ce qu'elles sont capables de faire. C'est vraiment sidérant, quoi. En plus du miel, les insectes produisent également du pollen. L'apiculteur récolte ce dernier, particulièrement abondant à cette saison, grâce à une trappe située sous le couvain. Voilà, donc là, en très grande majorité, le pollen jaune, c'est du pollen de châtaignier. Et puis le pollen gris-vert, c'est du pollen de ronce. Alors le châtaignier a la particularité de produire énormément de pollen. Donc c'est une période qui est vraiment favorable pour les apiculteurs pour récolter un pollen de très grande qualité. Gustativement en plus, il est très sucré, il est vraiment extraordinaire à manger comme ça. Et les abeilles vont assurer une pollinisation, donc une bonne fécondation de nos châtaigniers. Après la récolte, Bernard conditionne directement ses productions à côté d'une fustière qu'il a bâtie de ses mains. Mais c'est dans une roulotte qu'il a installé sa boutique de vente directe. Si les touristes forment une part importante de sa clientèle, les produits issus du travail des abeilles intéressent également les restaurateurs locaux, comme Joël Dontu. Bonjour Bernard, comment tu vas? Bonjour Joël, ça va? Bon, tu vas préparer ma commande? Ça y est, c'est prêt. Donc là, je t'ai préparé les 10 pains d'épices. Les 2 x 5 kg de miel de châtaignier. Le miel de châtaignier a une longueur en bouche, il est très marqué. Et ce que Bernard fait, il le fait avec passion. Et c'est une passion communicative. Mathilde, la compagne de Bernard, a décidé de se lancer elle aussi dans la profession il y a 3 ans pour récolter un produit rare et précieux, la gelée royale. Dans ces petites coupes appelées cupules, l'apicultrice introduit des larves destinées à être reines. Donc quand on les introduit dans une ruche éleveuse, les reines sont élevées verticalement et les abeilles vont nourrir la jeune larve de gelée royale pendant 3 jours. Donc si on dépasse les 3 jours et demi, on n'a plus de gelée royale et voilà, donc ce n'est plus productif. La gelée royale demande une grande attention tout au long de sa production. Le label Gelée royale française dont Mathilde dispose assure entre autres aux consommateurs que les abeilles n'ont pas été nourries au sucre, que la gelée n'a pas été congelée et donc que ses propriétés ont bien été conservées.
Alors la gelée royale, elle contribue au bon fonctionnement du système immunitaire et au bon fonctionnement du système nerveux. La gelée royale, par contre, on ne va pas l'utiliser dans les plats. C'est un produit qui n'est pas gustativement très intéressant. Mais donc la gelée royale, elle va compléter le miel. Voilà, donc moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est de produire une gelée qui va être comme les miels de la ferme, une gelée locale. Voilà. Donc là, donc moi je produis une gelée solognote. Une fois toutes les larves retirées, Mathilde aspire la précieuse gelée qui fera le bonheur de consommateurs soucieux de leur santé comme de leur environnement. Des engagements que partage la famille Gendrier à proximité de Courcheverny. Les cycles lunaires et ceux des astres déterminent le calendrier biodynamique et guident Michel Gendrier dans la conduite de ses vignes. En ce jour dit fruit, il pulvérise de la silice, un soin totalement naturel, avec l'aide de son fils Alexandre. Bah c'est bon, tu peux y aller là. Les grands gamets de Pinot. Bah t'arrêtes au Grand Pinot, oui. Ah. Même si on le respire, aucune odeur. La silice, c'est inodore. Et la silice, en fait, c'est du quartz broyé qui est dynamisé. Alors la biodynamie, c'est un petit peu compliqué à appréhender. En fait, c'est un peu une façon de soigner la vigne de façon homéopathique et de la rendre plus résistante en la mettant à l'aise dans son milieu. En procédant ainsi, le vigneron aide ses plantes à lutter contre les parasites et diverses maladies. Pour autant, Michel veille à conserver un équilibre et laisse une biodiversité de plantes et d'insectes s'installer tranquillement entre les rangs. C'est sans aucun pesticide ou engrais que la vigne pousse ici. Finalement, sans apport, on a une végétation dense, on a un sol vivant et on a de beaux raisins et des raisins qui vont avoir ce côté terroir puisqu'on n'a pas d'artifice. On ne peut pas parler de terroir si on n'a pas un sol vivant, si on n'a pas respecté son sol. Donc le sol a toujours été cultivé. La biodynamie, on y est arrivé il y a 22 ans maintenant. C'est une façon de encore aller plus loin dans le respect du sol et surtout dans la dynamisation des forces, juste en mettant en musique en fait toutes les forces du sol et de l'air et du ciel. Depuis maintenant 7 générations, la famille Gendrier prend soin de la vigne. Mais les ancêtres de Michel ne se sont installés sur ce domaine qu'en 1846. De cette époque subsiste aujourd'hui un héritage qui mérite toute l'attention du vigneron. Alors là, on est sur une très vieille vigne. C'est une vigne qui a été plantée en 1922 par Eugène Magloire Gendrier. Les pieds, voilà, qui sont assez tourmentés, mais encore bien solides. Une vigne comme ça, qui a presque 100 ans, a des racines très profondes et va nous donner une qualité, une minéralité supérieure à ce qu'on peut avoir dans une vigne plus jeune. La plupart de nos vieilles vignes sont plantées avec le cépage romorantin. C'est vraiment le cépage historique de notre vignoble. D'après la légende, le romorantin aurait été importé par François Ier depuis la Bourgogne sur les terres de Sologne. Cette vigne royale se caractérise par un port érigé avec de nombreux rameaux rouges mais fragiles qui nécessitent d'être palissés avec délicatesse. Ce cépage rare n'est plus aujourd'hui cultivé que sur une 50aine d'hectares, dont 13 se trouvent sur les terres de Michel. C'est pas par hasard que le cépage romorantin est arrivé ici, c'est parce que dans cette terre, il a prouvé son endroit de prédilection. Le vin, c'est à la fois une histoire, un voyage, on est dans une histoire familiale. La terre ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants. Et j'aime bien cette expression parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est de dire, voilà, on est de passage, on a une mission, c'est d'entretenir et de transmettre. Et voilà, avoir son fils qui reprend les rênes, c'est vraiment une grande satisfaction. Si le romorantin est un héritage royal, la bourgade d'Ivois-le-Marron tire son nom des nombreux châtaigniers présents sur la petite commune. Afin de produire un miel issu du nectar de ces arbres, Bernard Gaucher suit également la floraison de sa châtaigneraie, âgée de presque 300 ans.
C'est un patrimoine pour le village qui est vraiment que j'estime très important et j'ai envie que ça continue. Voilà donc là des fleurs mâles et des fleurs femelles. En fin de floraison pour les fleurs mâles. Donc là le pollen qui est transporté par les abeilles sur les stigmates va germer, va féconder l'intérieur des fleurs femelles et donc là on a une future bogue dans laquelle il y aura 2 ou 3 châtaignes plus ou moins grosses suivant la pluviométrie qu'on va avoir en août et en septembre. L'apiculteur devenu castanéiculteur produit ainsi des crèmes, farines et soupes à l'aide de ces vieux châtaigniers. Les arbres apprécient ces sols acides et drainants, mais qui peuvent également sécher rapidement. Bernard surveille donc la jeune châtaigneraie qu'il a plantée juste à côté il y a maintenant 5 ans. Et le sol commence à être un peu sec et comme on a là des châtaigniers tout jeunes qui sont encore fragiles, ils ont besoin d'eau, de beaucoup d'eau pour avoir un système racinaire qui s'implante correctement. Et donc là, il va être nécessaire de mettre de l'irrigation en route. Avec le changement climatique, on s'aperçoit que nos vieux châtaigniers, nos anciennes variétés, risquent de souffrir énormément des sécheresses et des canicules à répétition. Et donc là, on essaye d'implanter des variétés qui peuvent être plus résistantes de ce point de vue-là. Après, d'un point de vue production, on sait bien que ce sont des arbres fruitiers, les châtaigniers, qui rentrent vraiment en production assez tardivement. Il faut une bonne vingtaine d'années. Donc disons que ça sera pour la génération suivante, la production vraiment intéressante. Nous, on est déjà très contents de pouvoir profiter de plusieurs générations de gens qui ont entretenu ces vieux châtaigniers. Tandis que Bernard Gaucher veille à faire perdurer ce patrimoine vivant, la famille Gendrier se réunit aujourd'hui pour partager sa passion autour d'un barbecue convivial. Sous le pin parasol, ils ont invité des producteurs locaux à venir déguster leurs produits, accompagnés des différents vins du domaine. Une occasion pour chacun de mettre en valeur le terroir et d'échanger autour de son savoir-faire. Maman, c'est de la solognotte ton gigot? Oui, mon fils. Donc en fait, les mères de ces agneaux n'ont pas turé dans les vignes. C'est pas de l'agneau de 90 jours, quoi. C'est de l'agneau, c'est goûtu, tu vois. Je veux dire, la viande est ferme, mais en bouche, ça fond, tu vois. Souvent en vinification, je dis, nous on est là pour accompagner, on n'est pas là pour intervenir. Quand on fait déguster notre vin, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de montrer qu'on a une authenticité, qu'on a bien exprimé le terroir, qu'on a une particularité et qu'on a une qualité intrinsèque du vin. Mais quand arrivent les fromages de Jérémy Julien, ce n'est pas un vin rouge qu'Alexandre Gendrier sert à ses convives, mais une appellation qui a fait la réputation du domaine. L'AOC Courcheverny est issue uniquement de cépages romorantin à la robe dorée caractéristique. Le romorantin, on a tendance à le comparer quand même à un couteau suisse, dans sa capacité d'adaptation, dans sa polyvalence. On peut aller sur des accords avec des viandes, avec des fromages, avec de la cuisine épicée, avec de la charcuterie. Bien sûr sur certains poissons. Peut-être plus dans la jeunesse du romorantin. On a un vin de garde et on aime bien vendre des vins qui ont au moins 2 ans de bouteille. On peut les garder plusieurs dizaines d'années et c'est aussi très intéressant sur les arômes secondaires. Donc on est assez fiers d'avoir du romorantin, des vieilles vignes de romorantin et d'avoir cette particularité mondiale. Il y en a dans aucun autre pays, c'est confidentiel et il y a un historique très fort avec le vignoble de nos villages. Au fil des générations, Michel et Bernard ont su préserver un patrimoine riche qui fait aujourd'hui la fierté de la Sologne. Une histoire où l'homme et la nature dessinent ensemble les paysages uniques d'un terroir. Partons maintenant découvrir un autre produit très local, la Mara des Bois. Elle est rouge et ronde et dès le printemps, tout le monde se l'arrache. C'est la fraise. En Sologne, cette production se situe essentiellement dans la partie viticole. Mais c'est une variété en particulier qui a fait la renommée de la fraise solognote, la Mara des Bois. Elle fut créée en 1990 par la famille qui planta aussi les premières grandes surfaces d'asperges en Sologne. Mais revenons-en à notre fraise. Variété hybride issue du croisement de plusieurs fraises des bois, la Mara en a gardé le parfum tout en étant résistante à certaines maladies.
C'est désormais l'une des variétés remontantes les plus cultivées en France et on la récolte de juillet au gelée d'octobre pour les plus tardives. Si l'on reproche aux fraises de ne plus avoir de goût, l'amara est ferme et sucrée. La fraise à la robe rouge brique est d'ailleurs l'une des préférées des consommateurs. Elle se déguste crue ou cuite et même en tarte, n'en déplaise à la fameuse tatin, elle aussi née en Sologne. Afin de conserver son arôme délicat, on la préserve des fortes cuissons et on la nettoie toujours avant équeutage. La nature est notre mère nourricière, il convient donc de la préserver. Dans l'écologie en action, on se penche sur le retour de 2 espèces animales protégées après des années d'absence. La Sologne est façonnée par l'eau et les rivières. Le Cher forme ainsi l'une des frontières naturelles de ce territoire au sud. C'est à Menetou-sur-Cher qu'Alexandre Roubalet part à la recherche des traces, pas toujours très visibles et évidentes, laissées par la faune qui fréquente ces berges. Une trace des grettes, là, a priori, ça serait ça. Là, beaucoup plus grande, les 3 grands droits, là, avec le petit derrière, ça serait plutôt du héron cendré, celui-ci. Puis là, on a un habitant très commun, le ragondin. Une belle trace de pattes avant, juste là. Fréquenter la rivière. Mais ce matin, Alexandre est sur les traces d'un animal emblématique et discret de ses rives, la loutre d'Europe. Donc on cherche sur ce bout de bois, même s'il est un peu haut, ça lui fait pas peur, elle peut grimper dessus, hop tiens là. Ce qui nous permet d'identifier que c'est bien de la loutre, il y a 2 choses. D'abord quand on regarde un peu ce qu'il y a dedans, c'est là on trouve des belles écailles de poisson, il n'y a pas de souci. Et puis, alors on va pas la goûter, mais déjà la sentir c'est pas mal. Et là il y a une odeur de poisson qui est vraiment caractéristique. Alors, le lieu de marquage, l'endroit, l'odeur, la composition de la crotte, là il n'y a pas de doute. Ça c'est bien une loutre qui est venue marquer là. Disparue en raison de la dégradation des milieux et de la chasse, la loutre fait aujourd'hui son grand retour en Sologne. Depuis le Massif central, elle recolonise la vallée du Cher et l'une d'elles s'est installée ici depuis quelques années. C'est juste magique parce que c'est le symbole d'une nature qui d'abord a priori se porte bien, qui est sauvage. Et puis ouais, il y a un truc aussi que j'aime bien quand je recherche la loutre, c'est un peu un truc de gamin. C'est-à-dire qu'on est sur le bord de la rivière, on est dans l'enquête, on est dans le sioux qui va chercher le petit indice que l'autre nous a laissé. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Par sa présence, la loutre atteste d'une amélioration de la qualité des eaux et de la richesse des milieux aquatiques. En suivant cette espèce, Alexandre observe également les habitants discrets de la rivière à l'aide d'un piège photographique qu'il a installé. Celui-ci a été posé il y a déjà pas mal de temps. Et on va voir ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Ah bah super! Du héron, de la martre. Oula, ouais, on a de l'image de loutre là. Hein. Super. Ce que je trouve extraordinaire, c'est ça, c'est que les gens ils sont là, on est dans le centre du village. Hein. Là, on n'est pas loin du square, de la salle des fêtes. Et pendant ce temps-là, pendant que les gens vivent leur vie, Madame Loutre vient faire son petit truc, vient vérifier, pêcher. Et tandis qu'Alexandre se passionne pour les habitants de ces rivières, l'une de ses collègues s'intéresse à la cistude d'Europe. Sur les bords d'un étang, il rejoint Angélique Vilger, qui suit les tortues qu'elle a équipées d'émetteurs. Salut! Salut! Comment va? Ça va? Alors? Eh ben écoute, je cherche une cistude. Ouais. Ça va redéplacer un petit peu. Mais non, bien devant dans la profondeur là. Ah oui, donc elle est dans les petits... Ouais, les petits rondeaux qu'on a l'impression de voir. Ouais. La cistude est une espèce rare et protégée. Une 50aine d'entre elles ont élu domicile ici. En suivant 4 femelles marquées, Angélique a découvert l'année dernière le site de ponte des reptiles, situé à plusieurs centaines de mètres de là, dans les terres. Pour protéger les œufs de cette fragile population locale, un filet électrifié a été installé. Tout en laissant passer les tortues, il empêche les prédateurs naturels comme le sanglier de venir piller les nids. Enfin, c'est très particulier, c'est juste ce coin-là. Ouais.
Donc ça se trouve, grâce à ça, on va pouvoir... Ça va peut-être bien gonfler. Ça va peut-être bien aider la population à grimper et c'est génial. Ce que j'apprécie dans ce projet, c'est à la fois d'avoir pu améliorer nos connaissances sur la population, comment elle se porte, découvrir où est-ce qu'elle pond, et en même temps d'avoir eu une action concrète de préservation pour la population en mettant cette barrière-là qui protège vraiment la population, en tout cas les jeunes, et qui va sûrement permettre de favoriser l'augmentation de la population et le maintien de la lassitude en Sologne. On a encore beaucoup de choses à découvrir, donc ça va faire des années de travail derrière et ça sera toujours aussi passionnant. Angélique et Alexandre acceptent volontiers que la cistude comme la loutre se montre si peu, car c'est aussi pour elle un moyen de se préserver. Et c'est d'ailleurs ainsi que la Sologne recèle des milieux abritant une biodiversité secrète et fascinante qui mérite aujourd'hui toute notre attention. Et maintenant, voici quelques idées pour découvrir ce terroir riche en histoire. Le château de Cheverny, ouvert au public depuis 1922 mais néanmoins toujours habité par la même famille depuis 6 siècles, a conservé tout son charme d'autrefois et son mobilier d'époque. Il inspirera à Hergé le château de Moulinsart et vous pourrez retrouver Tintin et ses acolytes au château dans une exposition permanente. À Contre, les ânes de Madame proposent balado-circuit de plusieurs jours pour partir à la découverte de la nature, de la culture et de l'histoire de la Sologne. Des activités et randonnées à thème sont organisées au fil des saisons, comme celle autour du Brame de Serre, et c'est toujours avec les ânes que vous sillonnerez le territoire. À Vouzon, le Jardin des Lierres est à la fois un hébergement insolite et un élevage d'escargots au cœur de la Sologne. Côté hébergement, grimpez dans une cabane perchée au milieu d'une forêt privée pour un séjour en toute tranquillité. Partez ensuite à la rencontre des escargots et dégustez des produits 100% terroir. La commune de Saint-Viâtre compte 135 étangs sur les 3000 présents en Sologne et pour tout savoir sur ce patrimoine, rendez-vous à la Maison des Étangs. Au programme dans cet écomusée, découverte du fonctionnement et de l'exploitation des étangs, de la pisciculture, de la faune et de la flore à l'aide de maquettes et bien sûr de la visite d'un étang. Cette virée gourmande ne serait pas complète sans une visite dans les cuisines du chef Guy Martin. Aujourd'hui, je vous propose un pigeon rôti, petit pois à la française, jus au Porto. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 pigeons vidés entre 4 et 500 g pièce, 1 kg de petits pois avec cocos, 2 sucrines, 2 échalotes, 40 g de poudre de volaille, 50 g d'oignons grelots, 2 branches de thym, 10 g de sucre, 150 g de poitrine fumée, 100 g de beurre, 30 centilitres d'huile d'olive, 30 centilitres de Porto, sel fin, gros sel et poivre du moulin. Vous pouvez bien sûr demander à votre boucher de vous préparer le pigeon en le vidant. Préparez les pigeons. Coupez les ailes à l'aide d'un couteau et les brûlez avec un chalumeau pour enlever le reste des plumes. Écossez les petits pois. Émincez finement les sucrines et les échalotes. Mettre à chauffer 500 g d'eau, ajoutez 40 g de poudre de volaille. Laissez cuire doucement. Dans une casserole, portez de l'eau et du gros sel à ébullition, plongez les petits pois 2 minutes, puis refroidir dans de l'eau glacée. Épluchez les oignons grelots. Les cuire dans le bouillon de volaille avec le thym, une pincée de sel et le sucre à petite ébullition durant une quinzaine de minutes. Coupez la poitrine en tranches fines pour faire des lardons. Blanchir les lardons, les cuire dans de l'eau jusqu'à la première ébullition, les mettre dans une passoire et les refroidir. Il est utile de blanchir la poitrine fumée afin d'ôter l'excédent de sel. Dans une casserole avec 1/3 du beurre, faire revenir l'équivalent d'une échalote, les lardons et ajouter les oignons grelots. Remuer, puis mettre les petits pois à la sucrine émincée. Rectifier l'assaisonnement. Assaisonner les pigeons. Faire chauffer de l'huile d'olive dans un sautoir, puis faire revenir la viande sur toutes les faces en ajoutant régulièrement du beurre. Mettre les pigeons dans un four préchauffé à 180 degrés durant 10 minutes. À la sortie du four, retirer les pigeons et les réserver, dégraisser le sautoir, déglacer avec le Porto et ajouter le reste d'échalotes. Retirer les cuisses, désosser les flancs, les réserver. Cuire les cuisses dans le sautoir avec
l'échalote et le porto à feu doux pendant 3 minutes, puis réserver. Mettre une cuillère de beurre dans le jus de porto pour le monter et le passer ensuite au chinois. Pour le dressage, disposer un cercle au fond de l'assiette et ajouter les petits pois. Déposer les flancs de pigeon, puis les cuisses, ajouter un peu de sauce et servir sans attendre. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.